Bien, bonjour à tous. Je crois qu'on a bien compris à travers la présentation de ce matin qu'un des gros enjeux pour une société, une entreprise, c'était une coordination et une bonne compréhension justement des enjeux par toutes les forces vives de la société. Ce qui m'intéresserait de développer avec des gens aussi spécialisés que Grégoire, Nathalie et Eric qui viennent du Conseil et des agences, dans un premier temps, c'est de me dresser un petit peu le regard que vous avez justement sur cette inégalité de compréhension des enjeux que représente le digital dans les entreprises. Et puisque pour pouvoir conseiller et donner les pistes de développement en termes de communication à son client, il faut avant tout être bien chaussé. Alors Grégoire et Nathalie, je sais que vous venez d'agence Ogilvy, Isobar, mais par le passé chez DDB. Vous avez développé assez rapidement, enfin il y a même, enfin vous avez été très vite dans l'intégration de cette obligation de pouvoir en interne déjà se doter des compétences nécessaires pour mieux conseiller les clients. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la façon dont vous avez procédé afin de pouvoir rassurer un petit peu les gens qui se disent mais à qui on s'adresse quand il faut développer ce type de stratégie? Donc vous voulez qu'on parle de nous? Non, mais rapidement pour ensuite que vous puissiez nous donner vous le regard que vous portez sur la façon dont les clients se positionnent. D'accord. Alors Ogilvy a une chance extrême, hein, c'est que nous travaillons avec IBM depuis 1995. Donc on a compris que le digital n'était pas une option. Et nous avons fait quelque chose. Il y avait un choix pour les groupes de communication qui était très simple et qui est souvent un choix pour les entreprises. C'est soit vous aviez une très grosse agence digitale, soit vous digitalisez l'ensemble de vos expertises. Comme d'habitude, hein, la stratégie c'est un choix et tous les choix sont respectables si on arrive à mettre en œuvre son choix. Et nous avons choisi de tout digitaliser. C'est-à-dire à partir de 2000, nous avons choisi de digitaliser les RP, digitaliser le CRM, digitaliser la publicité, tout digitaliser, avec la conviction que la transformation digitale est une transformation transversale qui impacte l'ensemble en fait des fonctions et pas simplement les fonctions digitales en fait. Hein, voilà. Et donc ça a donné le fait qu'aujourd'hui, nous, en chiffre d'affaires, on a plus de chiffre d'affaires digital que non digital. Il y a certaines expertises où le papier devient une option. Par exemple, en CRM aujourd'hui, de toute façon, vous commencez par réfléchir en CRM digital et à un moment, vous dites, tiens, là quand même, il faudrait du papier. Et ça, je voudrais le dire parce que la stratégie, c'est toujours fluide et il y a toujours le choix. Et pour parler papier, exprès, j'ai vu une étude de la Poste absolument intéressante qui dit que quand quelqu'un ne reçoit rien dans sa boîte aux lettres pendant 7 jours, il se sent désocialisé. Et donc, vous voyez, on est peut-être aussi à un moment allé trop loin, nous, sur certains programmes CRM. Et récemment, hier, j'étais dans une réunion où on se disait qu'il faudrait peut-être remettre du papier, peut-être, je sais pas moi, 3 fois par an, on leur enverrait une vraie lettre, quoi. Voilà. Pour aller dans ton sens, par le passé, pour digitaliser l'agence dans laquelle je travaillais, j'ai pris une mission pendant 6 mois qui consistait à travailler à la digitalisation de l'agence. Donc, comme quoi, même dans les agences, parfois, il faut passer la démultiplier. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un programme de formation mis en place avec des présentations, des workshops, etc. Et puis pour aller dans ton sens, moi j'ai créé un truc qui s'appelait le Digital Post, qui est une newsletter qui n'a rien d'un blog en fait. C'est vraiment l'expression de point de vue critique sur tout ce qui se passe en digital. Et je l'ai lancé en version papier, parce que je pense que quand tout se dématérialise, au bout d'un moment, le papier reprend de la valeur. Et ce Digital Post, c'était un 8 pages couleur, ça existe toujours d'ailleurs, je crois. Voilà, qui est diffusé à tout l'interne de l'agence, qui a été envoyé à 300 clients de l'agence pendant plus de 2 ans, qui évidemment trouvait sa forme numérique sous forme de PDF avec un suivi des lectures en ligne, etc. Mais la version papier, on va dire, redonnait de l'importance à l'information. Donc voilà. L'autre point que je voulais aborder, c'est que pour schématiquement, moi, dans mon parcours, moi j'ai expérimenté 3 façons de digitaliser une agence, si ce n'est des annonceurs. Il y a des grands modèles. Après, comme tu disais, il faut être modeste. On peut passer de l'un à l'autre, tous sont respectables. Et finalement, chaque organisation doit trouver le sien. Le premier, ça consiste à digitaliser toute l'entreprise, se dire tout le monde doit y passer, plan de formation global, général, etc. C'est super, c'est très généreux.
ça peut porter ses fruits. C'est un inconvénient souvent de prendre un petit peu de temps. Voilà, un petit peu de temps, puis il faut embarquer tout le monde. Et c'est beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Le deuxième moyen, c'est de se dire, pour passer la démultiplier, avoir des résultats rapidement, faire en sorte que des projets digitaux émergent plus vite et plus forts. On va créer une entité un petit peu spécifique, une sorte de greffon, une sorte de turbo greffé à l'entité traditionnelle. Et dans ce turbo, on met que des digital natives, on met que des gens qui ont, on va dire, cette espèce de vista. Et on leur donne la latitude d'aller piocher dans les ressources de l'organisation tradie, les ressources dont ils ont besoin pour faire avancer des projets. C'est un avantage, c'est que souvent ça porte des fruits rapidement. Il y a des gros projets qui émergent. C'est un inconvénient, c'est que ça peut être très frustrant pour les gens qui sont pas dans cette entité turbo, qui eux aussi peut-être auraient voulu faire leur révolution, auraient voulu profiter de tout ça. Voilà, ça a cet inconvénient-là et ça peut poser des problèmes RH. Et puis le troisième modèle, ça consiste à se dire, voilà, à la tête de l'organisation, tout en haut de l'organigramme, je vais mettre quelqu'un qui est fondamentalement issu du digital, qui connaît tout à ce milieu-là, et je le mets à la tête de l'organisation avec les moyens de recruter, de faire bouger les choses. C'est ce qu'a fait Starbucks, puisqu'ils ont mis au niveau de leur exec la personne qu'ils avaient recrutée comme responsable des médias sociaux chez eux. Ce n'est pas la seule entreprise, mais ce sont des exemples intéressants. Là encore, voilà, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de vérité, il y a juste différents modèles. Il faut bien penser à celui qui correspond à l'entreprise et à la situation de l'entreprise. Justement, par rapport à ces bonnes compréhensions des besoins de l'entreprise, Eric, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon la plus efficace quand une entreprise se pose la question de savoir par où commencer? Est-ce que la responsabilité de la réflexion doit être confiée au marketing, à la direction générale, à la direction de la communication? On sait très bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'activités dans lesquelles il y a de plus en plus de matheux, de scientifiques à qui on fait appel à eux pour développer justement des savoir-faire digitaux très pointus. Ça peut faire peur, bien sûr, à des entreprises qui ne bénéficient pas forcément de ces ressources. Quelles recommandations vous pourriez faire pour dire à partir d'où on part afin de rassurer tout le monde au commencement? Déjà, le point de départ, c'est peut-être de ne pas donner le lead à une personne, parce qu'en réalité, aujourd'hui, personne n'est expert dans tout, et l'éclatement des moyens de communication, l'éclatement des formats fait que on doit travailler en équipe. Alors effectivement, la direction générale doit imprimer une direction et une stratégie, une vision en tout cas. Ensuite, la difficulté, c'est de travailler en équipe. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'en France, comme on l'a vu tout à l'heure, on décolle un petit peu moins vite que dans le monde anglo-saxon, parce que en France, on n'a pas exactement une culture collaborative, on va dire, comme ça existe outre-Atlantique ou outre-Manche. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles chacun continue à travailler dans son petit coin. Donc la première chose à faire, c'est d'asseoir tout le monde autour d'une table et de se demander comment on mène le changement, parce que de toute façon, le changement, il est là et il n'est pas optionnel pour le coup. Non, on sait bien que ça, c'est un discours d'intention qui est souvent partagé par beaucoup de gens. Ensuite se pose la question du rythme et du timing, puisqu'on vit dans une accélération aujourd'hui des développements digitaux qui est folle. Et entre le moment où on décide de réfléchir ensemble et il sort quelque chose de cette réflexion, déjà une étape a été franchie dans l'usage des consommateurs, par exemple d'un device éventuellement. Donc un des problèmes rencontrés par les annonceurs, c'est bien évidemment en soutien du travail de leur agence, c'est de pouvoir suivre ce rythme qui n'a rien d'évident. Mais d'abord, le deuxième pas, une fois qu'on a décidé de travailler en équipe, c'est de prendre conscience qu'il n'y a pas le consommateur. Et ça, je pense que les gens qui disent on met le consommateur au centre, déjà, ils partent mal. Parce qu'en réalité, il y a des consommateurs et qui se ressemblent par certains aspects, qui sont très différents par d'autres. Et donc, la première chose à faire, c'est de se demander à qui on parle, dans quelle logique, sur quel terrain, et de confier à chacun le terrain sur lequel il est le plus apte à faire avancer les choses. On citait tout à l'heure Coca-Cola, ils ont bien compris ça. Et quand ils parlent de musique à des gens qui aiment la musique, ils sont axés sur la musique. Ils ne passent plus leur spot avant le concert, ils ne mettent plus leur logo au fond de la scène. Ils parlent musique. Et quand ils parlent de football, ils parlent football. Et ils font des films sur le football. Ils ne passent pas leur film Happiness Factory, là aussi, à la mi-temps. Et donc, il y a cette logique finalement d'éclatement. Quand on parle de communication intégrée, en fait, il faut d'abord désintégrer avant d'intégrer. Et c'est ça qui est la difficulté. Ensuite,
le rythme, il se fait naturellement. Je veux dire, les événements, on a vu que tout le monde réagit à ce qui se passe dans le monde qui les entoure. Les marques, elles sont tenues de faire ça. Si elles restent sur le bord de la route, elles vont végéter. Donc, si elles doivent suivre le rythme de leurs consommateurs, de leurs distributeurs, de leurs concurrents, etc., ils s'impriment tout seuls. Le tout, c'est de se mettre en ordre de marche. Donc, il y a quand même au cœur du problème un enjeu organisationnel. D'accord. Vous, Florent, chez Michelin, justement, vous êtes bien placé pour connaître les contraintes de cette organisation, puisqu'en tant que directeur des études, vous vous trouvez confronté finalement à des problématiques qui sont bien connues des gens de votre univers, c'est-à-dire que l'étude est souvent perçue comme étant le dernier aspect des choses qui va être abordé dans une réflexion stratégique. Elle n'est pas placée en amont, alors qu'aujourd'hui, il faudrait qu'elle soit obligatoirement placée en amont, au même titre que le marketing ou la com. Oui, effectivement, c'est important que les études soient partie prenante en amont, puisque, surtout sur tout ce qui est tests de communication, etc. C'est vrai que quand on vient du monde des études et quand on arrive dans une salle pour délivrer des résultats, on a peur de se prendre des couteaux dans le dos ou devant, puisqu'on a l'agence média, on a l'agence créa et puis on a le client interne. Donc il faut bien que tout le monde soit, dès le démarrage des discussions autour d'une table, pour bien comprendre les enjeux, les objectifs de la communication, qu'est-ce qu'on a cherché à faire au travers de cette communication, qui on a cherché à toucher, etc. Et il faut que les études soient directement partie prenante à ce niveau-là. Et il faut qu'au travers, à la fin de cette discussion, on ait un besoin d'expression qui soit bien exprimé, qui soit partagé avec tous les intervenants de ce sujet. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on arrive et qu'on présente des résultats avec quelqu'un qui nous dit soit poliment « oui, c'est très bien, merci pour le travail, mais ça ne répond pas exactement à ce que je voulais » ou alors tout simplement « ce travail ne me sert à rien ». Donc il est vraiment essentiel, c'est vraiment trivial ce que je dis, mais il est vraiment essentiel que les gens des études, du marketing, des médias soient autour d'une même table pour discuter de ça de façon sereine, peut-être un peu animée au début, mais en tout cas que tout le monde se comprenne bien et qu'on comprenne bien les objectifs qu'on recherchait à travers la communication et ce qu'on cherche à mesurer. Si on ne cherche pas ce qu'on cherche à mesurer, si on ne sait pas ce qu'on cherche à mesurer, du coup on va dans le mur. Alors c'est intéressant parce qu'on sent bien que justement ce souci de la mesure, Nathalie, vous disiez dans la préparation de cette réunion qu'il faut faire attention à ne pas vouloir absolument tout mesurer et essayer de s'intéresser à tous les instruments de mesure. C'est-à-dire que la mesure a d'intérêt qu'à partir du moment où elle s'applique à une logique dans la stratégie à long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le réflexe de la mesure. Il y a beaucoup de mesures intermédiaires. Alors nous, on a un Chief Data Officer maintenant, donc il serait peut-être contre. J'ai un jawbone aussi, donc toute personne qui a un jawbone dans la salle sait que dès qu'on mesure quelque chose, on peut se donner des objectifs, donc ça c'est vrai. Mais je pense qu'il faut aller plus loin sur cette notion de la transversalité. Le problème, c'est que la transversalité du digital, ce n'est pas la transversalité entre l'agence média et l'agence créa. C'est ça le problème, c'est que c'est la transversalité au niveau du comité de direction. J'ai jamais autant vu les directeurs informatiques de ma vie, moi. Parce que la vraie transversalité, c'est le marketing, le commercial, l'informatique et la RH. Pour des raisons évidentes. D'abord parce que les réseaux sociaux, on ne le dit pas assez, c'est aussi les salariés, les collaborateurs, qui sont aussi des bons. Donc à un moment, il n'y a plus d'interne. Je crois qu'il faut que tous les gens du marketing expliquent au RH qu'il n'y a plus d'interne. Voilà. Alors je vais faire passer les messages des uns aux autres. Il faut que les gens du marketing expliquent au RH qu'il n'y a plus d'interne. Il faut aussi qu'ils s'entendent très très bien avec leur DSI, parce que franchement, le nombre d'aberrations que nous sommes obligés de subir, parce qu'il y a un corporatisme, j'allais dire, digital d'un côté par rapport à un corporatisme des informatiques centrales, c'est horrible. Voilà. Donc il faut aussi être transversal entre l'informatique et le marketing. Ce n'est pas du tout un petit sujet, parce que c'est le sujet des interfaces, de la fluidité, de beaucoup de choses. Il faut, d'une certaine manière, admettre que la transformation digitale, c'est une transformation en profondeur des modes de l'organisation, mais pas juste une transformation du marketing. Voilà, c'est tout le problème. Donc, nous, on a beaucoup été utilisés pour aller voir les comités de direction avec un certain nombre de présentations. Comme disent souvent mes clients, il va falloir que tu leur ouvres les chakras sur le fait qu'on ne va pas pouvoir faire comme ça longtemps. Et je voudrais aussi dire une dernière chose.
le digital, c'est pas que des économies. Et malheureusement, c'est des investissements en personnes dans les organisations. Et ça, c'est peut-être le pire, parce que beaucoup de mes clients ont compris qu'effectivement, ils allaient faire des économies en investissement de télé. Ça, je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que les budgets, le pourcentage des budgets de télé baisse. Mais il faut des gens dans les entreprises pour faire du digital. Il faut des vrais gens, en fait. Il faut des vrais community managers, des gens en CDI, quoi, des investissements, en quelque sorte. Et donc, le digital, c'est pas simplement des économies, c'est aussi des réinvestissements. Voilà. Donc, c'est aussi ça, la question qui, après, fait de bonnes stratégies digitales. Parce que si vous sortez d'un workshop en disant « formidable, il nous faut 3 community managers », et le type vous dit bah, « je suis désolé, c'est pas à l'ordre du jour », vous avez aussi perdu votre workshop, en fait. Grégoire, je crois que vous avez aussi un avis assez tranché là-dessus. En fait, c'est un avis qui rejoint ce qui vient d'être dit, hein, qui est basé sur l'expérience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les projets digitaux, quand ce sont des projets ambitieux, pas juste une petite campagne comme ça, quand c'est un gros projet digital, la refonte d'un site avec des enjeux business derrière, la création d'une appli mobile qui tout d'un coup va être marchande et va permettre d'accéder à la marque et d'acheter son produit via mobile, des projets de ce type-là sont des projets qui impactent de façon transversale énormément de divisions dans l'entreprise. Il y a effectivement une dimension, il y aura le marketing, la com évidemment, mais il y aura aussi l'approvisionnement, il y aura aussi la DSI, il y aura aussi les gens en charge des data, il y aura les gens en charge des études, il y aura une dimension RH parce que c'est un nouveau canal de vente, peut-être des nouvelles personnes à former, etc. Quand on veut développer un site sur lequel on souhaite que l'interne s'exprime dans une logique un petit peu RH 2.0, de la même façon, il y a une dimension RH qui est très forte. Bref, ces projets transversaux, pour les faire avancer, ils nécessitent de regrouper, on va dire, les responsables de pôle autour de la même table. Souvent, ce sont des gens qui ne se sont jamais retrouvés autour de la même table. Nous, on a eu ce type d'expérience pour des clients que je ne citerai pas, mais des grosses boîtes avec des organisations très performantes mais protéiformes, avec parfois aussi beaucoup de silos. Et on se retrouve avec des gens qui se serrent la main pour la première fois autour de la table. Et en fait, c'est génial. Le seul truc, c'est qu'il y a une dimension humaine qui est très forte et il y a un process qu'il faut mettre en place et qu'il faut non pas appliquer une seule fois dans un workshop, mais mettre en place de façon répétitive. Nous, on a modélisé ça, on appelait ça le Digital Group. Voilà. Ça consiste à réunir comme ça une dizaine de personnes responsables de pôles autour de la même table par demi-journée, au minimum une fois par mois. Et pour faire avancer ces projets-là, il est très très important que ces personnes se retrouvent très régulièrement autour de la même table pour dire voilà, le projet il en est là, les impacts qu'on envisage, moi d'un point de vue RH, moi d'un point de vue appro, moi d'un point de vue réseau, etc., ce sont ceux-là, ça impacte de telle et telle façon le timing, chacun repart avec son chautier et se retrouve 3 semaines ou un mois après avec voilà où j'en suis par rapport à ce point précis pour faire avancer le projet. C'est la seule façon de faire avancer, je pense, rapidement un gros projet digital dans des grandes entreprises. Et en fait, c'est génial, c'est une nouvelle façon de travailler et tout le monde en ressort très très content. C'est très enrichissant pour les agences aussi parce que tout d'un coup, on apprend également beaucoup de choses sur la marque, sur l'annonceur pour lequel on travaille qu'on n'aurait pas découvert autrement, quoi. Et comment s'assurer que finalement toute la réflexion soit bien restituée à l'ensemble des salariés de l'entreprise et pas finalement que certains restent un peu sur le chemin et que ne se sentent pas forcément concernés. Vous parliez effectivement aujourd'hui, c'est important de parler d'hommes. Vous disiez qu'il n'y a plus d'internes. Malgré tout, on sait très bien qu'il y a des réflexions, des blogs qui sont développés par les sociétés en interne, des tas d'initiatives qui permettent déjà de un peu insuffler une part de social media au sein des entreprises. Mais Eric, de par votre expérience, on est souvent en mesure de se demander est-ce que l'effort est partagé par tous dans la réflexion que doit mener l'entreprise ? L'effort n'est pas toujours partagé par tous parce que déjà, on ne fait pas toujours l'effort d'impliquer tout le monde. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a la logique du progrès, si on peut utiliser ce grand mot, c'est quand même de respecter les autres. Et dans une organisation, il y a un enjeu de culture et il y a un enjeu de respect des cultures. Et un de mes anciens collaborateurs que j'ai vu il y a 2 jours travaille dans une grande agence créative et il me racontait que les créatifs de la dite agence, quand on leur parle de l'opération Oreo et le Super Bowl, que vous connaissez, disent mais c'est nul, franchement, c'est pas créatif, etc. Ça.
ils ont raison de leur point de vue et leur culture, elle est nécessaire par rapport à ce qu'ils ont à faire. Il ne faut juste pas leur donner à faire ce genre de choses. Il y a d'autres gens qui le feront très bien et l'enjeu, c'est qu'ils se parlent, c'est qu'ils se complètent, c'est qu'ils s'enrichissent mutuellement, etc. Donc là, je rejoins Grégoire, il y a un enjeu de process, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de régularité, de rencontre. Et il ne faut surtout pas tomber dans la réunionnite où on met tout le monde autour de la table systématiquement. Il faut faire des groupes projets et puis savoir qui mettre dedans, comment les enrichir, comment les faire avancer et donner à l'interne organisationnel, le devoir de faire avancer les projets. On va dire, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre stratégique qui sait où est le bout de la route et qui fasse avancer tout ça. Ça, c'est le poste que vous occupiez dans l'agence que vous étiez auparavant. Grégoire, vous aviez monté finalement ce que vous appelez une Digital University, quelque chose qui était monté pour l'interne de l'agence, mais qui finalement, au final, a été également vendu à des clients. Oui, en fait, la logique derrière, elle est très simple, c'est qu'une agence doit avancer en même temps que ses clients et réciproquement. C'est-à-dire que si tout d'un coup, on digitalise à mort l'agence, et que les clients de l'agence eux-mêmes ne sont pas autant digitalisés, on va se retrouver avec des réunions où on ne se comprend pas, on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas la même culture. Voilà. Il y a des cas particuliers. Dans toutes les agences, il y a des clients qui sont très avancés, voire exemplaires, voire en avance. Moi, j'apprends de certains de mes clients aujourd'hui. Quand je travaille avec Coca-Cola, j'apprends de Coca-Cola. Quand je travaille avec Adidas, il m'arrive régulièrement d'apprendre des choses d'Adidas aussi, parce que ce sont des clients qui ont déjà beaucoup de très bonnes agences de par le monde, donc on échange, et beaucoup de best practices. Bref, mais pour en revenir à cette Digital University, c'est un programme du coup mis en place au service de l'agence et qui était, on va dire, proposé à tous les collaborateurs de l'agence. Et en fait, comme le programme a bien fonctionné, on s'est dit de façon empirique, mais modélisons-le, packageons-le un petit peu pour nos clients, puis on va le proposer à nos clients. À l'époque, j'en parle là, mais on l'a proposé pour le premier, c'était pour McDonald's, qui a une problématique spécifique parce qu'ils ont, chez McDonald's, il y a McDonald's France avec la com, le marketing, etc. Et puis c'est un réseau de franchisés derrière. Donc les gens qui votent les budgets, ce sont les franchisés. Et là, vous avez 300 personnes réparties dans toute la France qui, si vous voulez, qui plébiscitent et qui votent un budget pour un gros projet digital, doivent en voir l'intérêt, doivent voir le ROI qu'il y a derrière, doivent avoir une sorte de sensibilisation, de réflexion très construite. Donc on a développé cette Digital University pour les clients, et maintenant c'est une business unit à part entière qui emploie 4-5 personnes, qui a sa propre rentabilité et qui fonctionne dans l'agence, mais en parallèle de l'agence. Et c'est très important d'ailleurs que ce ne soit pas forcément les mêmes personnes qui fassent le travail de pédagogie, d'évangélisation, par rapport aux personnes qui ont la relation client au quotidien et qui poussent les projets, quoi. Voilà. Nathalie, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je suis d'accord, on l'a fait. On a même demandé à Sciences Po de faire une certification derrière nous. Donc il y a une certification de notre programme, Sciences Po, mais on a rajouté, je suis sûre qu'ils l'ont fait aussi, quelque chose qui est super important. On a rajouté un crypto-programme pour les chefs. Pourquoi ? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais la révolution digitale a une caractéristique, elle n'est pas arrivée par les chefs. Du tout. Voilà. Et ça, c'est quand même dans notre quotidien un vrai problème, il faut s'en parler. Par exemple, moi j'ai remarqué qu'il y a quelque chose de très prédictif, c'est l'âge des enfants de mes clients. Si j'ai la chance qu'ils aient des enfants entre 11 et 17 ans, ils suivront à peu près la stratégie digitale. Si ils ont des enfants trop petits ou qu'ils ne voient plus, je sais qu'ils vont faire dans certains cas semblant, parce que rappelez-vous, un chef c'est tout. Un chef français surtout. Un chef français c'est tout. Un chef français ne dit jamais qu'il ne sait pas. Donc un chef français ne dit pas c'est quoi Pinterest. Sauf qu'il y a plein de fois où il ne sait pas ce que c'est. Donc il fait nous allons réfléchir. Et quand il dit nous allons réfléchir, vous ne savez pas s'il va demander c'est quoi Pinterest ou s'il va réfléchir. C'est compliqué. Donc on a fait des programmes, des espèces de sessions, des crypto-sessions, pour qu'eux-mêmes fassent. Donc on leur a fait ouvrir des pages Facebook, ouvrir des fils, etc. Et je pense que c'est important. Parce que je pense en fait que la révolution Internet, c'est une révolution comportementale. Ça change un comportement. Si vous n'êtes pas dans le comportement digital, il y a toute une part totalement intuitive de ce qu'on raconte qui vous échappe. Vous faites du corporatisme, on est entre nous, on se comprend. C'est pas ça le sujet. Donc il faut vraiment, dans les enjeux de culture, moi je dirais il faut vraiment vérifier qu'on a des chefs qui font pas semblant. Je
Je sais, c'est un peu compliqué, mais je vous promets, c'est très très important. Et non pas qu'il faille qu'ils aient des pages Facebook. En général, nous recommandons fortement aux patrons des boîtes de ne pas en avoir. Donc, encore une fois, il faut séparer la connaissance intuitive de l'obligation de faire tout. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir, comme sur un arbre de Noël, tous les clignotants, le Pinterest. Mais c'est pas vrai, ça c'est de la stratégie. Mais par contre, vous êtes quand même obligé de savoir de quoi on parle. Et c'est très très important. Donc je vois, moi, qu'il y a des boîtes parmi mes clients qui ont remarquablement réussi ça. Par exemple, Nestlé, à la Suisse, un jour, ils se sont dit c'est important. Donc ils ont ouvert une Digital Acceleration Team. Ils sont allés chercher un type super fort qui était un gourou américain, Pete Blackshaw. Ils l'ont mis très haut dans l'organisation et ils sont allés expliquer à tout le monde, pourquoi c'était important, de Peter Brabeck. Ah, voilà. Et ça, je pense que c'est aussi notre rôle de discuter de ces sujets aujourd'hui avec nos clients si on veut que les stratégies digitales soient bonnes. C'est ce que j'allais dire. Faites-nous part un peu de... Michelin, on n'a pas quelqu'un qui est au top de l'organisation à ce niveau-là. Ça viendra peut-être. Simplement, non, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que y a aussi, on utilise de plus en plus, comme dans la vie de tous les jours, on a tous un compte Facebook, un compte Twitter, etc., ou en tout cas la plupart d'entre nous. Et c'est vrai que dans les organisations, on met aussi de plus en plus à la disposition des salariés ce type d'outils. Et pour vous citer deux exemples, en fait, chez Michelin, en fait, on a la possibilité de converser en chat, en fait, chat en ligne. Et en fait, aujourd'hui, je fais le pari que sur les gens qui ont 35 ans, 40 ans ou moins, ce système, il est beaucoup plus utilisé aujourd'hui que le téléphone. Donc ça, c'est un premier élément. Et la deuxième chose, c'est qu'on a mis en place depuis quelques temps maintenant un réseau social d'entreprise. C'est comme un Facebook ou un LinkedIn où on met notre profil en ligne et puis on crée des communautés et on partage des choses à travers ces communautés. Donc ça peut être la communauté Market Research, mais ça peut être une communauté plus large, donc du marketing, de la com, et on échange les bonnes pratiques. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus utilisé et qui va être de plus en plus utilisé dans les prochaines années. Donc il y a aussi cette dimension SI, RH dont vous parliez tout à l'heure et qui se met en place progressivement. Mais pour l'instant, on n'a pas quelqu'un au top de l'entreprise qui est expert du digital. Je voudrais aborder avec vous maintenant une des contraintes aussi qui peut parfois freiner un dirigeant dans son développement digital de l'entreprise, qui est la partie du coût. On a l'impression, à travers beaucoup de belles campagnes qui peuvent être développées sur Internet ou ailleurs, qu'il faut des moyens pour qu'on soit impactant. On a la sensation qu'il faut avoir une belle agence qui a beaucoup de monde, de grands talents, avec une grosse idée. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la campagne sera visible. Et effectivement, comme dans n'importe quel support classique, il existe des milliers de campagnes de pub qu'on ne voit jamais parce qu'elles ne sont pas forcément intéressantes. Est-ce que vous pouvez me dire si effectivement, aujourd'hui, sans aller jusqu'à investir une somme déraisonnable, il y a nécessité malgré tout de budgéter correctement le développement d'une stratégie digitale? Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, à savoir une campagne de pub qui n'était pas intéressante. L'enjeu, c'est justement d'intéresser les gens auxquels on parle, et entre autres, le principe d'identification de groupes de consommateurs qui sont relativement similaires et aide à faire ça. Et du coup, on a moins de gens à toucher puisqu'on évite du gaspillage en déperdition. Et on a moins de répétitions à exercer puisqu'on les intéresse. Donc il n'y a pas besoin de taper 10 fois pour qu'ils aient compris. Et quand tout à l'heure, Pierre parlait du besoin de capping sur le digital, c'est évident que ça existe dans tous les médias. Il faudrait faire du capping si on peut. Donc tout ça, c'est des sources d'économie. Et ces économies-là, on peut les réallouer sur le digital sans aucun problème. Quand on parle justement de la méconnaissance parfois de certains dirigeants de ce qu'est le digital, ils peuvent avoir un retour de leurs équipes en disant « mais regardez tel exemple, c'est exactement ce que j'aurais aimé faire ou ce qu'il faut faire ». Et lui a un problème de compréhension finalement de l'enjeu. Je pense que la question, c'est la question du earned media par rapport à une espèce de pseudo-contrôle de ce qu'on fait quand on a des GRP.
Donc c'est assez compliqué parce que aujourd'hui, vous dites à votre client globalement, hein, parce que tout ça c'est la vraie vie, hein, ce dont on se parle, c'est vraiment le sujet. Vous lui dites voilà, on va investir un peu moins en télévision, puis on va investir un peu plus en contenu. Donc on va payer de la production parce qu'on aura un bien meilleur earned media et on aura beaucoup de gens. Sauf que dans un cas, j'achète de manière tout à fait contrôlée des GRP. Et dans l'autre cas, je parie que mon contenu va les intéresser. Donc en fait, il me dit, tu me dis que tu vas moins contrôler et plus parier. Oui, je te le dis. Ah bah oui, donc c'est un pari. Bah c'est pas un pari, c'est une proposition, vous voyez. Donc il y a une chose qui est sûre, c'est que le digital interroge entièrement les fonctions de contrôle classiques que nous avons mis classiquement dans le marketing. Ça interroge le contrôle de la marque, c'est moi qui parle de la marque, personne d'autre. 2/3 des contenus sur Internet sur une marque, en moyenne, sont postés par d'autres gens que la marque. D'accord ? Voilà. Il faut là aussi que le comité de direction le sache. C'est-à-dire, les gens qui parlent d'eux, c'est pas eux. Voilà, donc ça interroge le contrôle. Et puis ça interroge le contrôle des mesures intermédiaires. C'est-à-dire, si je fais du earned media, je ne peux pas parler de GRP avant. Donc tout ça demande beaucoup plus de discussion, je pense. Et effectivement, on en revient à les logiques de confiance et de collaboration qui sont en train de changer dans les bons cas. Parce que vous parliez de Dove. Ce qu'il y a d'intéressant dans Dove, qu'on aime beaucoup, c'est que c'est quand même la même plateforme de marque depuis 20 ans. Donc au moins, on a mutuellement confiance entre l'agence et le client dans notre plateforme de marque. Donc on peut faire ce type de proposition, vous voyez ? Il y a une notion qui est très importante, je pense que c'est la notion de courbe d'expérience. C'est vrai que sur les médias traditionnels, une vague télé, les annonceurs ont une courbe d'expérience, ils savent généralement qu'en investissant tant, ils vont avoir tel pourcentage de ventes en plus ou tel résultat sur leur baromètre image. Voilà. Sur le digital, il y a moins de courbes d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a moins, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne fait pas cet effort aujourd'hui rapidement d'investir 10% sur du digital, de tenter des trucs, et puis après tout, qu'est-ce que c'est 10%? Il reste 90 à côté, quoi. Si on ne fait pas cet effort-là, on se retrouve avec des marques qui, d'ores et déjà aujourd'hui, peuvent se retrouver distancées en termes de courbe d'expérience par rapport à leurs concurrents. C'est-à-dire qu'à force de faire des choix très safe, on peut avoir tout d'un coup un concurrent qui a fait des choix moins safe, mais sauf que lui, ça fait 5 ans qu'il les a fait, et il commence à savoir beaucoup plus ce qui marche et ce qui ne marche pas pour lui sur les plateformes digitales. Et il commence à pouvoir mettre en place des KPIs plus fins, des mesures de retour sur investissement plus fines aussi. Et voilà, et c'est un retard qui est difficile à combler après. Donc c'est pas pour faire du catastrophisme, mais c'est vrai que faut faire attention à ça. Voilà, il y a la courbe d'expérience digitale, il faut la construire, et je pense qu'il faut commencer à la construire assez vite. Florent, chez Michelin, on sait très bien que c'est peut-être plus compliqué d'appréhender les réseaux sociaux, le digital, quand on vend du pneumatique, que quand on s'appelle Oasis. Et effectivement, on peut s'éclater tous les jours avec des jeux de mots faciles. Alors, vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous abordez ça, et aujourd'hui, ce que représente un peu, à la limite, le digital dans l'appréhension de la marque par les consommateurs, ne serait-ce que ça, et voir les pistes que vous pouvez envisager pour essayer de les intéresser. Oui, alors du coup, je vais paraphraser pas mal de choses qui ont été dites, qui ont été présentées tout à l'heure, mais bon, c'est pas mal, du coup, on va tous un peu dans le même sens. La première chose à dire, c'est, puis je vais en profiter pour faire de la pub pour ma marque aussi, c'est que finalement, le pneumatique, les gens s'en foutent un peu, quoi. Et les gens voient ça comme un produit rond, mais ils ne se rendent pas compte du côté technologique qu'il y a derrière le pneumatique. Et ça, vous vous en rendez compte quand vous rentrez chez Michelin, que vous allez dans une usine et qu'on vous montre comment on fabrique un pneu. Dans un pneumatique, il y a plus de 200 composants. Il y a du textile, il y a des nappes métalliques, il y a plein de choses. Donc c'est hyper technologique, et ça, le consommateur, il ne s'en rend pas compte. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on est véritablement, enfin, on n'est pas dans du vrai B2C, on est dans du B2B2C. Et en fait, on a une barrière en fait, qui nous empêche d'accéder directement au consommateur, c'est le point de vente. Et en fait, grosso modo, il y a 2/3 des achats qui se font où il y a une influence du point de vente, une influence du vendeur. Quand quelqu'un se dit je vais acheter du Michelin avant de rentrer dans le point de vente, il n'y en a peut-être qu'1 sur 2 qui va repartir véritablement avec du Michelin. Parce qu'il y aura le point de vente qui sera intervenu, donc problème de disponibilité ou problème au niveau du prix ou de l'argumentaire, etc. Bon, bref. Donc,
Du coup, le digital est quelque chose d'extrêmement important puisque c'est devenu, grosso modo, un canal d'information aussi important que le point de vente en tant que tel. Et finalement, c'est une façon d'accéder directement au consommateur final et de montrer que notre marque produit les meilleurs pneus et que du coup, c'est notre marque qu'il faut choisir. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc on a deux chevaux de bataille qui sont, le premier, c'est d'éduquer le consommateur et de lui expliquer que finalement, le pneu, c'est l'objet qui existe entre vous et la route, entre vous et le sol. C'est pas la voiture, c'est le pneumatique qui maintient la voiture sur la route. Donc, et que c'est un composant qui est extrêmement technologique, et puis que dans le pneu, il y a des bons pneus et il y en a de très mauvais. Et donc c'est à nous d'utiliser le digital pour expliquer aux consommateurs cela. Et la deuxième chose, c'est finalement d'arriver à donner aux consommateurs l'information qu'ils souhaitent de façon digeste, facile, rapide. Et pour ça, il faut qu'on puisse lui donner l'information sur le pneu qu'il lui faut, où le trouver, etc., etc. C'est pour ça que si vous allez sur notre site michelin.fr, vous allez trouver ce qu'on appelle le Tire Selector et vous rentrez la marque, le modèle de votre voiture et ça vous donne les pneus qu'il faut acheter. Après, j'arrêterai de parler, mais sur le digital, on peut pas être partout. Il faut faire des choix. Et en fait, la matrice que vous nous avez montrée tout à l'heure était intéressante. Nous, on a utilisé ce procédé, finalement, potentiel d'impact et puis finalement encombrement du point de contact. Et il y a aussi, on l'a croisé avec un autre élément que vous n'avez pas montré ici, mais c'est sur le processus d'achat du consommateur. Tout le monde n'est pas aux mêmes phases dans son processus d'achat. On a les gens qui sont juste avant l'achat, et on achète grosso modo un pneu tous les 2 ans et demi. Et entre le moment où on l'a acheté et le moment où on le réachète, il y a un temps de latence qui est extrêmement important. Donc il faut faire vivre la marque à ce moment-là. Mais on ne va pas utiliser les mêmes points de contact pour faire vivre la marque que les points de contact qu'on va utiliser juste avant l'achat. Donc ça aussi, on l'a pris en compte pour cartographier nos différents points de contact online et offline en fonction de ce moment dans le parcours d'achat. Est-ce que je suis juste avant l'achat ou est-ce que je suis plutôt juste après l'achat et là du coup j'ai besoin d'être un peu nourri sur la marque mais pas trop, et dans la longue phase entre l'achat 1 et l'achat 2. Voilà. Merci Florent. Je propose qu'on passe à quelques questions de la salle qu'on peut découvrir. Oui, il y en a une qui est le digital peut-il faire peur aux collaborateurs? Perte d'emploi, légitimité à son poste. C'est une évidence, en l'occurrence. Quelqu'un qui est très inquiet pour lui-même, alors. Non, mais les gens ont raison d'avoir peur parce que c'est jamais facile de se repositionner quand on n'est pas de la génération digitale. En l'occurrence, je pense que moi, je suis personnellement très bien placé pour parler puisque je suis quand même pas exactement de la génération digitale. Il y a un moment où il faut savoir quel est son talent et en attendant se former. Ce que disait tout à l'heure Nathalie, ne pas attendre qu'on vous torde le bras en vous envoyant un grand gourou américain, mais peut-être faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de honte à aller. J'imagine que certains qui sont ici le font dans cet esprit. Il n'y a pas de honte à aller chercher une culture complémentaire. Ensuite, il y a des gens qui ne pourront pas faire le saut, et je crois qu'il ne faut pas il faut prendre conscience de ça et puis ne pas les forcer, parce que d'abord ils vont ralentir l'organisation et deuxièmement ils seront mal à l'aise, donc ça va vraiment pas être la solution. Comment les recycler entre guillemets, c'est une autre question, parce que je pense qu'effectivement la digitalisation n'est pas finie, donc ça c'est un autre problème RH pour le coup. Il y a une force et une faiblesse dans les immigrants digitaux, parce que dans les entreprises, il y a eu quand même une période où on disait « oulala, il y a du digital, est-ce que tu as quelqu'un de moins de 30 ans dans tes équipes ?» C'est un peu court comme job description. Et en fait, ce qui marche quand même remarquablement bien, et chez nous et chez nos clients, c'est justement un mélange. Et pourquoi c'est un mélange? Je vais expliquer bien pourquoi. C'est parce qu'il y a quand même un négatif dans les digital natives, c'est qu'ils sont en fait corporatistes, au sens qu'ils n'ont jamais rien vécu d'autre. Et évidemment, quand je parle à mon fils de 17 ans, l'idée qu'il y avait un jour un monde où les smartphones ne faisaient que téléphoner, un truc dingue, quoi. Ça, il n'a pas en tête. Et donc, la souplesse stratégique des immigrants
digitaux est très forte, parce qu'eux, ils ont quand même vécu un avant-après. Donc leur capacité à comprendre qu'on n'est pas dans un monde fermé, qu'on est dans un monde extrêmement évolutif, et à comprendre la réalité potentielle des changements est plus forte, parce qu'ils n'en viennent pas du changement. Et donc, moi, je recommande d'abord que les immigrants digitaux n'aient pas peur et que posent des questions, mais aussi qu'ils connaissent leur potentiel stratégique, c'est-à-dire qu'ils sachent à quel point ils sont précieux pour l'entreprise, parce qu'ils éclairent la dynamique des changements mieux que les natives. Donc j'essaie toujours, moi, de faire des groupes, justement, entre les planeurs, des groupes, justement, qui ont ces deux sujets, parce que je trouve que si on n'a que des digital natives, on se retrouve dans un espèce de corporatisme du truc qu'il faut faire, l'espèce d'envie d'être toujours edgy, voilà, et Pinterest, c'est sûrement plus bien du tout, il doit y avoir un autre truc nouveau, il faut tout lâcher, voilà. Et il faut trouver ces équilibres. Donc il faut retrouver dans l'entreprise et dans les agences le respect de ce que chacun peut apporter à la table, en sachant que chacun apporte à la table. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on va devoir s'arrêter là, même si on aimerait pouvoir discuter plus longtemps. Mais s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je vais repasser la parole à Pierre et à Céline pour conclure. Je tiens déjà à remercier vivement tous les participants à cette table ronde passionnante. Merci, vraiment. Merci. Et merci beaucoup aussi à vous d'avoir participé à ce petit déjeuner. On est bien sûr, Quentin Média et nous, et puis l'ensemble des participants à votre disposition si vous voulez prolonger la discussion. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.